Dans la prison centrale de Ouagadougou, là où les murs transpirent l'oubli, un homme survit dans l'ombre depuis une décennie. Son nom, Abdoul Karim Diabaté, ancien bibliothécaire. Un homme instruit, doux, condamné sans procès, victime d'une erreur que personne n'a jamais corrigée. Il n'a jamais eu droit à une défense. Juste un transfert silencieux vers une cellule isolée. Chaque soir, pour ne pas perdre la raison, il ferme les yeux et récite les contes qu'il écrivait autrefois pour les enfants de son quartier. Des histoires pleines d'espoir, qu'il murmure désormais dans le noir. Son seul lien avec la vie. Il parle peu. Parfois plus du tout. Le temps a éteint sa colère, mais pas sa mémoire. 10 ans sans soleil, sans visite, sans réponse. Il ne vit pas. Il attend. Ou peut-être qu'il résiste, par la seule force de ses souvenirs. Ce matin-là, le palais présidentiel semblait encore endormi quand Ibrahim Traoré, chef d'État, décida de faire un pas de côté. Pas de conférence. Pas de cortège. Pas d'annonce. Il avait simplement enfilé un boubou sobre et quitté le palais par une porte latérale, accompagné de 2 gardes discrets. Son regard était grave, concentré. Il avait lu des rapports, des chiffres, des statistiques. Mais il savait que la vérité, la vraie, ne se cachait pas dans les dossiers soigneusement rédigés par ses ministres. Elle se trouvait là où personne ne voulait aller. Sa voiture prenait la direction d'un lieu ignoré des projecteurs, la prison centrale de Ouagadougou, un établissement vétuste dont on ne parlait que pour se plaindre du budget qui l'engloutissait. Il voulait voir, comprendre, ressentir. À l'approche de la prison, les militaires en poste paniquèrent brièvement. L'ordre fut donné d'ouvrir les portes. L'escorte présidentielle entra, détonnant dans ce décor de murs fissurés, de barbelés rouillés, de silence pesant. Les détenus, habitués à l'oubli, levèrent à peine les yeux. À l'intérieur, l'odeur était âcre. Un mélange de sueur, de métal, de rouille et de désespoir. Les couloirs étaient sombres, mal ventilés. Des mouches tournoyaient autour de lampes nues. Des regards usés, indifférents, parfois méfiants, observaient le cortège. Le directeur de la prison, mal rasé, s'était précipité pour accueillir le président. Il voulait le mener dans les cellules rénovées pour montrer les efforts faits. Mais Ibrahim l'interrompit d'un geste calme. « Je veux voir tout, pas ce qu'on prépare pour les visites officielles. Montrez-moi ce que vous ne montrez jamais. » Le directeur hésita. Puis il obéit. Et c'est ainsi que dans un couloir oublié, mal éclairé, le président s'avança. Son regard fouillait les ombres, les barreaux, les hommes assis en silence contre les murs. Il ne disait rien. Il observait. Il écoutait. Ce jour-là, Ibrahim Traoré ne cherchait pas une image. Il cherchait la vérité. Et il s'apprêtait à la trouver derrière une porte rouillée, au bout du couloir le plus sombre. La cellule 19. Au fond du couloir, là où les murs sont plus humides, plus effrités, plus oubliés que les autres, se trouve une porte en fer, rongée par la rouille et le temps. Sur une plaque à moitié décrochée, on peut encore lire « Cellule 19 ». Le président Ibrahim Traoré s'arrête devant. Il ne dit rien. Il sent qu'ici, quelque chose pèse. Une tension sourde, presque palpable. Il pose la main sur la porte. Elle grince, lentement, douloureusement, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des années. À l'intérieur, l'air est lourd. Une minuscule fenêtre laisse passer un rayon de lumière pâle, qui éclaire un homme assis dans un coin, le dos contre le mur. Il ne tourne pas la tête. Il ne se lève pas. Il ne s'agite pas, comme les autres détenus. Il attend comme s'il savait qu'un jour, quelqu'un viendrait. L'homme est maigre, le visage creusé, la barbe blanchie par les années. Mais ses yeux, eux, brillent d'une étrange lucidité. Une force tranquille, presque douloureuse, habite ce regard. Le président entre. Il reste un moment debout, silencieux. Puis d'une voix douce, il demande « Quel est ton nom ?» L'homme relève lentement les yeux. « Abdoul Karim Diabaté », répond-il, d'un ton calme, presque détaché. Ibrahim s'approche, observe la cellule, un seau, une natte usée, un mur griffonné de mots. Il s'assoit à même le sol, face à lui. « Tu veux me raconter ton histoire ?» Un silence. Puis Abdoul souffle, disant « Pas un jugement, pas un avocat, pas une voix pour me défendre. Juste, le silence. » Ibrahim baisse les yeux. Il sent le poids de chaque mot. Un nœud se forme dans sa gorge. Ce n'est pas juste un oubli administratif. C'est une vie broyée par l'indifférence. Les 2 hommes se regardent. Longtemps, pas comme un président face à un détenu, mais comme 2 âmes face à l'injustice. Aucun mot de trop, aucun cri. Juste ce silence lourd, et une chose invisible qui passe entre eux, une blessure partagée, une promesse muette. Celle de ne pas tourner le dos. En repartant, Ibrahim ne dit rien à ses gardes. Mais son regard est différent. La cellule 19 n'est plus juste un numéro. Elle est devenue un appel.
et il sait qu'il ne pourra plus faire semblant de ne pas l'avoir entendu. De retour au palais présidentiel, Ibrahim Traoré ne retrouve ni la sérénité de son bureau, ni le confort de ses appartements. Quelque chose l'habite, le hante. Ce regard. Ce nom, Abdul Karim Diabaté. Une voix calme, mais fracassante dans sa mémoire. Il retire lentement son boubou, se lave les mains en silence, puis frappe fort sur le bouton rouge posé sur son bureau. Un garde entre aussitôt. Le président dit d'une voix ferme, « Convoquez immédiatement le ministre de la Justice, le directeur des affaires pénitentiaires, et le conseiller aux droits humains, dans 30 minutes. » Pas plus. L'homme s'exécute. Dans les couloirs du pouvoir, l'agitation commence. Ce genre de convocation, sans délai, sans explication, annonce des secousses. On devine que quelque chose de grave se prépare. Et on murmure déjà un nom, Abdul, dans la grande salle ovale du palais. Les responsables s'installent, visiblement nerveux. Quand Ibrahim entre, il ne salue personne. Il va droit au but. Cellule 19. Prison centrale. Abdul Karim Diabaté. Donnez-moi son dossier, maintenant. Un silence brutal envahit la pièce. Des regards s'échangent. Le directeur des affaires pénitentiaires tente de parler, hésite, puis se reprend. Monsieur le Président, il n'y a pas de dossier complet. Seulement, quelques fragments. Des papiers classés, sans suite. Le visage d'Ibrahim se ferme. Classé sans suite, depuis 10 à 1, un homme, enfermé sans jugement, sans avocat, et personne n'a rien vu, rien fait, c'est ça votre justice, votre humanité, personne ne répond. La honte est collective. Très bien, reprend-il d'un ton tranchant. Vous avez jusqu'à ce soir pour me remettre un dossier complet, ligne par ligne. Et j'ordonne la création immédiate d'une enquête spéciale sur les cas de détention prolongée sans procès dans tout le pays. Il se lève, pose les deux mains sur la table et ajoute, « Abdul ne sera plus un numéro. Il est désormais une affaire d'État. » Le ministre hoche la tête, blême, le président sort, sans attendre de réponse. Ce jour-là, dans les hautes sphères de l'administration, un tremblement discret secoue les fondations. Pour la première fois, un prisonnier sans voix devient une priorité nationale. Et derrière son silence, le pays commence à entendre un cri longtemps ignoré. Les heures qui suivent la demande du président sont frénétiques. Dossiers dépoussiérés, documents recherchés dans des archives négligées, témoins convoqués à la hâte. Une cellule d'enquête spéciale travaille jour et nuit, sous pression directe du palais. Et bientôt les révélations surgissent. Comme des éclats de vérité qu'on avait voulu enfouir, Abdul Karim Diabaté, alors bibliothécaire dans une institution gouvernementale, avait un jour reçu par erreur une boîte de documents confidentiels destinée à un autre service. Curieux et intègre, il avait lu. Et ce qu'il avait trouvé l'avait glacé, des preuves claires de détournement massif de fonds publics, camouflés dans des faux contrats, signés par un ministre en poste à l'époque. Pris de panique, mais fidèle à sa conscience, Abdul avait alerté discrètement un supérieur. Mais au lieu de lancer l'alerte, on l'avait dénoncé. Quelques jours plus tard, il était arrêté, accusé de tentative de subversion et vol de documents confidentiels. Aucune audition publique. Aucun avocat, un juge complice, avait signé un mandat de détention préventive pour sécurité nationale. Et ensuite, silence. Le ministre, lui, a depuis fui le pays. Il vit aujourd'hui dans une capitale étrangère, sous protection privée. Le juge qui avait signé l'ordre a été révoqué 2 ans plus tard pour corruption aggravée, sans que le lien avec l'affaire d'Abdul ne soit jamais fait. Pendant ce temps, Abdul, victime d'un engrenage d'impunité, croupissait dans une cellule oubliée. Loin de tout, loin du droit. Le rapport final de l'enquête arrive entre les mains du président 2 jours plus tard. Ibrahim Traoré le lit d'une traite, le visage fermé. Chaque ligne est une gifle à l'état de droit, à la justice, à l'idée même d'humanité. Il pose le dossier sur son bureau, longuement silencieux. Puis, d'une voix basse, on l'a sacrifié, pour enterrer un scandale. On va maintenant révéler l'homme qu'ils ont voulu faire disparaître. L'affaire Abdul n'est plus seulement une erreur. C'est une affaire d'État, un symbole de tout ce que le pays doit réparer. Et le monde entier s'apprête à découvrir l'histoire d'un homme qu'on avait voulu effacer, mais qui revient comme une lumière dans les ténèbres. Le soleil à peine levé, une agitation inhabituelle règne autour de la prison centrale de Ouagadougou. Des caméras sont installées. Des journalistes s'amassent derrière les barrières. Le personnel pénitentiaire, en uniforme impeccable, s'agite, nerveux. Ils savent que ce jour ne ressemblera à aucun autre. À 9 heures précises, une voiture présidentielle s'arrête devant la grande porte de fer. Le président Ibrahim Traoré en descend, accompagné de quelques membres de son cabinet. Pas de discours, pas de protocole. Il avance, déterminé, vers le bâtiment principal.
Le directeur de la prison tente de le guider vers la salle des cérémonies. Ibrahim l'interrompt. Non, je vais à la cellule 19. Les caméras le suivent dans les couloirs sombres. Les journalistes filment en silence. Dans les autres cellules, les détenus se lèvent, stupéfaits, collent leur visage aux barreaux. Quelque chose d'inédit se passe. L'air semble suspendu. La cellule 19 est là, toujours aussi discrète, toujours aussi sombre. Le président s'arrête. Il respire profondément, puis pousse la porte. À l'intérieur, Abdul Karim Diabaté est assis, comme la première fois. Son visage est paisible, mais ses yeux révèlent une émotion contenue. Il se lève lentement, Ibrahim s'avance, lui tend la main. Devant les caméras, d'une voix claire et forte, il déclare « Abdul, tu es libre. Ce pays doit t'écouter maintenant ». Un silence solennel envahit le couloir. Puis soudain, un bruit des applaudissements. Un à un, les détenus des cellules voisines se mettent à frapper les mains contre les barreaux, à acclamer, à crier son nom. Des larmes coulent. Un homme est libéré, mais c'est toute une prison qui respire à nouveau. À l'extérieur, les images sont retransmises en direct. Des familles pleurent devant leur poste de télévision. Des mères embrassent leurs enfants, des anciens détenus témoignent. L'injustice vient de recevoir un coup de tonnerre. Un symbole vient de naître. Ce jour-là, Abdul ne quitte pas seulement une cellule. Il sort d'un tombeau administratif, d'un oubli organisé. Il ne revient pas vers la vie, il y retourne en héros. Et dans le silence qui suit, une certitude grandit, la justice peut être lente, mais elle peut frapper avec la force d'un éclair. Logé dans une aile tranquille du palais présidentiel, Abdul Karim Diabaté découvre un monde qui lui semble presque irréel. Un lit moelleux, des draps propres, une chambre silencieuse avec vue sur les jardins. On lui sert des repas chauds à heure fixe. Il peut se laver à l'eau claire, se raser, choisir des vêtements neufs. Tout cela devrait réconforter, mais il reste silencieux. Il marche dans les couloirs comme un visiteur étranger. Il s'arrête souvent devant les fenêtres, comme pour vérifier que tout cela est bien réel. Il écoute les conversations autour de lui, sans y participer. Les bruits du monde moderne, les téléphones, les écrans, les rires mécaniques, lui semblent étrangers, presque agressif. Les employés du palais le saluent avec respect, certains avec gêne, d'autres avec admiration. Mais Abdul reste dans une distance discrète, comme s'il avait besoin de temps pour réapprendre le langage de la liberté. Chaque nuit, il s'éveille plusieurs fois, les réflexes forgés par 10 années de détention toujours ancrés dans son corps. Il se redresse, regarde autour de lui, vérifie qu'il est bien libre. Et puis il s'apaise. Lentement. Un soir, alors que la ville s'endort, il s'assied seul sous un arbre du jardin présidentiel. La lune est pleine, l'air doux. Une table, une chaise, un carnet laissé par un agent discret, un stylo noir. Et cette voix en lui, qui murmure depuis des années, ressurgit. Il pose la pointe du stylo sur le papier. Les premières lignes sont tremblantes. Puis les phrases viennent, claires, profondes. Il écrit, non plus pour fuir la douleur, mais pour la comprendre. Pour mettre des mots sur les années perdues, sur les visages oubliés, sur l'injustice avalée. Il n'écrit pas avec colère. Il écrit avec la précision d'un survivant. Avec cette lucidité que seule la solitude et la souffrance forgent. Ce jardin devient son sanctuaire. Chaque nuit, il y revient. Chaque nuit, le carnet se remplit. Page après page, Abdul ne se reconstruit pas seulement, il transforme son silence en mémoire. Et pendant que le pays s'agite, commente, débat de son histoire, lui reste dans ce coin d'ombre et de lumière, guidé par une seule certitude, il n'est pas revenu pour se venger. Il est revenu pour témoigner. La salle du Centre culturel national est pleine à craquer. Ministres, journalistes, magistrats, étudiants, familles de détenus, tous sont présents. Ce jour-là, une conférence exceptionnelle est annoncée, à l'initiative du président lui-même. Le thème, la réforme de la justice et des droits humains. Mais en réalité, tout le monde sait pourquoi ils sont là, Abdul Karim Diabaté. Sur scène, Ibrahim Traoré monte au pupitre. Il ne lit aucun discours. Il parle avec le cœur. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour défendre un gouvernement ou une politique. Je suis ici pour reconnaître une faute et honorer un homme que nous avons abandonné, un homme qui aurait pu disparaître, mais qui a choisi de se relever. Il se tourne vers Abdul, assis au premier rang. Le silence est total. Abdul est la voix de ceux qu'on n'a jamais écoutés. Il est notre mémoire, notre devoir. Une salve d'applaudissements jaillit. Des visages s'illuminent. Des poings se lèvent discrètement, en signe de respect. Le président continue, à partir d'aujourd'hui, Abdul Karim Diabaté est nommé ambassadeur des oubliés. Sa mission sera d'aller là où nous avons fermé les yeux trop longtemps. Il visitera les prisons,
écoutera les silences, écrira ce que d'autres ont voulu cacher. Abdul monte lentement sur scène. Il serre la main du président. Pas de sourire forcé. Juste une dignité calme. Il prend la parole. Je ne suis pas un héros. Je suis un survivant. Et je parle pour ceux qui ne le peuvent plus. Ceux qu'on a enfermés sans preuve. Ceux qui sont morts dans le silence. Ceux qui attendent encore. Il y a des larmes dans la salle. L'émotion est brute, réelle. Ce n'est pas un discours politique. C'est une parole qui guérit. Dans les semaines suivantes, Abdul parcourt les régions. Il entre dans les prisons oubliées, serre les mains des oubliés, écoute des récits d'injustice. Il note tout. Il écrit encore, sans relâche. Chaque mot recueilli devient une pierre pour reconstruire un système plus juste. Peu à peu, il devient le visage de ceux qu'on voulait faire disparaître, l'écho vivant d'un passé trop longtemps tu. Et dans le cœur du peuple, une nouvelle conscience naît, on ne peut plus se permettre d'oublier ceux qu'on n'a jamais regardés. Sous un ciel voilé de poussière, la voiture d'Abdul traverse les pistes rouges du centre du pays. Il est en mission officielle. Depuis des semaines, il visite les prisons rurales, écoute les voix trop longtemps ignorées. Mais cette étape n'est pas comme les autres. Le panneau du village est encore debout, mangé par la rouille. Le véhicule s'arrête à l'entrée. Il descend, seul. Il connaît chaque arbre, chaque sentier, chaque souffle de vent. Ici il est né. Ici il a été arraché. Il marche lentement, les pieds dans la terre qu'il n'a pas foulée depuis 10 ans. La maison familiale n'est plus là. Un terrain vague, des herbes hautes à la place. Des souvenirs déchirés remontent, le rire de sa femme, les pas pressés d'une fillette, les soirées à conter des histoires. Et puis, plus rien, il s'avance vers la place centrale du village. Des enfants jouent, insouciants. Des anciens le reconnaissent, murmures et regards s'échappent. Mais au centre de tout cela, une silhouette reste immobile. Une jeune femme, debout, silencieuse, elle le fixe. Abdul s'arrête net. Quelque chose dans son regard le traverse. Un mélange d'attente, de douleur, de certitude, elle fait un pas. Lui aussi, aucun mot ne sort, il se dévisage. Longtemps, comme si le temps devait d'abord recoller les morceaux invisibles. Puis elle murmure, « Papa », il tremble, ses lèvres bougent sans parler. Elle s'approche. Il tend les bras, et là le silence explose en larmes. 10 ans de manque, de questions, de nuits sans fin. Il s'enlace, fort, comme si le monde pouvait enfin recommencer. Autour d'eux, tout s'arrête. Les enfants s'arrêtent de jouer. Les anciens baissent les yeux. Une femme pleure doucement, car ils se souviennent. Du jour où Abdul avait disparu, de la petite fille qu'on consolait en lui disant qu'il reviendrait, et de ce long silence jamais expliqué. Il la regarde, les yeux brillants. « Tu étais si petite, je suis désolé. » Elle lui prend la main, « Tu es revenue. » C'est tout ce qui compte. Ce jour-là, au cœur du village, ce n'est pas un héros national qu'on acclame. C'est un père retrouvé, un homme brisé devenu pont entre le passé et l'avenir. Et dans le regard de sa fille, il comprend rien n'est totalement perdu, tant que l'amour sait attendre. 1 an a passé. Dans la cour silencieuse de la prison centrale de Ouagadougou, un petit groupe se rassemble devant une porte rouillée, la cellule 19. Le président est là, entouré d'anciens détenus, de journalistes, de citoyens, et surtout d'Abdul Karim Diabaté. Une plaque est dévoilée, sobre, gravée de ces mots, « Ici un homme a survécu à l'injustice et au silence ». Pas un monument grandiose, non, juste un rappel. Une mémoire ancrée dans le béton, pour que plus jamais on ne laisse le silence détruire des vies. Le même jour, Abdul publie son livre. Un ouvrage sobre, poignant, écrit entre 2 nuits, entre 2 souvenirs. Son titre, « J'écrivais dans le noir », ce n'est pas un cri de colère, ni une dénonciation brutale. C'est un témoignage, un pont entre l'ombre et la lumière. Il y raconte non pas seulement son enfermement, mais aussi sa résistance intérieure, sa manière d'exister malgré tout. Il écrit pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux qu'on oublie encore, pour rappeler que même au fond d'une cellule sans fenêtre, l'espoir peut naître d'une histoire murmurée. Et tandis que son livre se propage dans les écoles, les bibliothèques, les foyers, Abdul ne cherche pas la gloire. Il cherche à transmettre. Car au fond, il le sait, ce n'est pas la liberté qui fait survivre, c'est la mémoire.